Alors, bonjour, bonsoir ou bonne nuit, tout dépendant de quel fuseau horaire duquel vous êtes connecté. Alors voilà, merci à toute l'équipe de Sophie, l'équipe de soutien technique et toute l'organisation de m'accueillir aujourd'hui avec les nombreux participants. Alors, quel honneur d'être avec vous, mais aussi quel honneur de poursuivre la présentation de M. Simon. Alors, professeur effectivement du Québec. Alors, concentration du côté géographique. Alors, ça me fait plaisir d'être ici avec vous et surtout, je souligne le courage de toutes les personnes qui se sont connectées en ligne et qui sont présentes sur place. Vous êtes en contexte de comodal et ça me fascine drôlement. Alors, je me présente, mon nom est France Lafleur, professeure chercheuse en formation à distance à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et où se situe Trois-Rivières? Je vous reviens dans un petit instant pour vous dire que finalement, je suis aussi titulaire de la chaire d'excellence en enseignement de la formation à distance. Alors, vous voyez, c'est très thématique. Alors, formation à distance, collection formation à distance, et c'est ce dont on parle aujourd'hui. Alors, je suis également chercheuse régulière à l'Observatoire du numérique en éducation, qu'on appelle ONE, qui est basé à l'Université de TELUC, la Téléuniversité du Québec. Et mes projets de recherche portent notamment sur le développement de la compétence numérique des formateurs, sur le comodal et prochainement aussi sur les innovations en formation à distance au secteur des jeunes. Mais je fais quelques travaux également du côté de l'enseignement supérieur, vous l'aurez deviné. Alors, je vous reviens pour vous situer un petit peu géographiquement. Je vous parle de quel endroit. Alors, oui, on est au Québec, mais particulièrement à Trois-Rivières. J'insiste juste pour vous donner un petit peu l'historique. J'ai dû me réorganiser ce matin parce qu'on avait une tempête de verglas. Donc, voilà, je fais référence à mes notes, je réorganisais et ça fait partie du numérique. Ça fait partie de la formation à distance que de surtourner sur un dissous, comme on dit au Québec. Alors, de s'ajuster aux imprévus. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Alors, Trois-Rivières, selon Wikipédia, c'est une ville québécoise située à l'embouchure de la rivière Saint-Maurice et elle se trouve sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, à mi-chemin entre Québec et Montréal. Donc, vous aurez compris que généralement, quand Simon est à l'UQAM, il se situe à 1h15 environ, 1h30 de l'autre université, de ma part, là, à Trois-Rivières. Alors, avec 139 163 habitants, c'est la ville la plus peuplée de la région administrative de la Mauricie, dont elle est la capitale régionale. Bien sûr qu'on vous invite, c'est ça que ça veut dire. Alors, fondée en 1634, c'est la deuxième plus ancienne ville du Québec. Et oui, alors on fait partie de l'histoire, c'est la raison pour laquelle on vous invite. Et son nom fait référence aux trois chenaux de la rivière Saint-Maurice qui forment à son embouchure avec le fleuve Saint-Laurent parce qu'elle s'écoule entre deux îles finalement. Bon, une petite bulle géographique. Maintenant, je vais passer comme ça pour que on passe tout de suite au sujet. Vous verrez que je parle rapidement. Ne me demandez pas de ralentir, c'est l'énergie qui me pousse. C'est la passion aussi. Pour ceux qui me connaissent et ceux qui me connaîtront, la passion et le feu est là sont là. Et dans le cadre de cette journée d'études en ligne, bien évidemment, c'est organisé là, par l'Université de Franche-Comté. Alors, je suis heureuse de vous présenter un atelier qui parle surtout de la cohérence pédago-numérique et l'enseignement-apprentissage des langues. Alors, la cohérence pédago-numérique vise à développer une composante essentielle de la compétence numérique et plus spécifiquement l'adoption d'une perspective, pas l'adoption, ouais, c'est ça, l'adoption d'une perspective de développement personnel et professionnel au regard de l'usage du numérique. Puis de façon générale, pardon, dans tout enseignement-apprentissage et en l'occurrence, dans l'enseignement-apprentissage des langues. La raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Alors, tout ceci, c'est avec une double posture d'automisation. Je me reprends parce que je parle trop vite. Posture d'automisation, ciblant à la fois et le formateur et l'apprenant. Donc, voilà. Je tiens quand même à dire tout de suite, là, je veux quand même présituer le modèle que je vais vous présenter aujourd'hui. D'abord, notre modèle de cohérence pédago-numérique, c'est le fruit d'une recherche-action. Ça s'est passé au cœur de l'action avec une communauté de pratique et c'est dans tous ces échanges et dans les ressources d'écrit on en est arrivé à ce modèle. Alors, la nature interactionnelle de cette recherche, elle a fait émerger ce modèle et en ce sens, cela rejoint les propos de Pierre Martinez dans la didactique des langues, une citation de 2021, quand il écrit l'enseignement des langues étrangères ne peut en effet être examiné que comme une forme d'échange communicationnel. Enseigner, c'est mettre en contact, par le fait même, des systèmes linguistiques et les variables de la situation touchent autant à la psychologie de l'individu parlant qu'à un fonctionnement social en général. Alors, dans ses propres termes,
Notre modèle se révèle être un système de systèmes et son application est un état d'esprit, mais j'y reviens dans un instant. Alors voilà, maintenant le plan de présentation. Alors le contexte, je vous parle du contexte de la recherche-action qui était dans une phase 1. La phase 2 sera diffusée dans quelques semaines. Et ensuite, les pratiques émergentes en comodalité, parce que c'est de là qu'est né le modèle. Et c'est pour ça que je suis contente aujourd'hui qu'on soit en formule comodale. Et pour terminer, il y aura aussi l'auto-formation qui a découlé des résultats de recherche que nous irons peut-être visiter sur la plateforme Moodle si le temps le permet. Mais je crois qu'on est un petit peu serré dans le temps aujourd'hui. Mais quand même, je vais vous donner quelques outils là, à la fin de la présentation. Alors, cette recherche-action a pour objectif de développer la compétence numérique en contexte comodal chez les enseignants et les conseillers pédagogiques appelés à travailler en FAD. Oui, vous m'entendrez dire FAD pour formation à distance. Et tout ça pour optimiser les enseignements-apprentissages. Alors, elle s'est déroulée en deux phases, la recherche. C'était d'abord du mois d'avril à juin 2021 et la deuxième phase de novembre 21 à février 2022. Alors, voilà. Alors, les effectifs impliqués dans la recherche ont été les suivants. Nous avions 10 conseillers pédagogiques et 7 enseignants. Donc, c'était donc une communauté de pratique qui a été constituée avec 17 personnes, 17 intervenants. Et ils provenaient de 4 centres de services scolaires qui, jusqu'à tout récemment, étaient appelés commissions scolaires. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on a pu aller de l'avant. Et je vous présente maintenant, bon, j'aurais dû vous présenter les chiffres juste avant. Le nom des centres de services scolaires sont énumérés au bas de l'écran présentement. Mais là, sans doute, rien ne remplace un contexte totalement immersif et en présentiel permanent dans l'enseignement-apprentissage des langues. Mais, quand même, le numérique en formation à distance, incluant toutes les technologies émergentes de l'information et de la communication, permet de pallier les circonstances où ce présentiel immersif n'est ni réalisé ou ni réalisable. Alors voilà, j'imagine qu'il y a quelques sourires qui s'affichent présentement. Je serais curieuse de voir tous vos visages. Alors, le modèle de cohérence pédago-numérique en FAD schématise dans cette diapositive qui est à l'écran présentement les suites de la recherche-action-formation qui a eu lieu en 21-22. Voici en effet ce que nous a appris collectivement notre recherche. D'abord, ça nous a amené à 19 constats généraux qui avaient été effectués à partir de l'analyse approfondie des propos des participants à la recherche. Et ces constats ont été regroupés en 3 arcs. On les a regroupés en 3 catégories et c'est ce qui est devant vous présentement. Alors, des arcs de pratique cohérents, tout essentiels, contribuant à la cohérence centrale de la pratique pédagogique du numérique. Ouf! Êtes-vous essoufflé? Alors, allons-y avec l'arc, le premier arc, je dis l'arc périphérique de la figure, qui renvoie à rendre accessibles les ressources technologiques et numériques, tant pour l'enseignant que l'élève, ou l'apprenant dans ce cas-ci. Alors, même s'il semble s'agir d'évidence, l'enseignant doit avoir à sa disposition les ressources nécessaires afin de faciliter son enseignement en contexte commodal. Ce n'est pas toujours évident et ce n'est pas toujours d'entrée de jeu spontanée d'avoir tout prévu. Alors, il en est de même pour l'apprenant. Alors, oui, je ne veux pas me tromper, là, mais oui, justement, l'apprenant, lui aussi, on doit le planifier, on doit le penser à l'avance. Et justement, pour l'apprenant, c'est son accessibilité des ressources qui lui permet de réaliser pleinement ses activités d'apprentissage. Alors, vous comprendrez simultanément que le reste de la figure ne peut pas prendre tout son sens sans cette accessibilité aux ressources technologiques et numériques, autant pour les enseignants que les apprenants. Alors, vous aurez deviné, si on n'a pas le matériel, la technologie, si on n'a pas une accessibilité à l'Internet avec un réseau suffisamment fort, etc., etc., prérequis, prérequis. Alors, le deuxième arc, ensuite, je dirais que c'est l'arc qui indique logiquement que lorsque les ressources sont accessibles, l'utilisation d'un environnement numérique d'apprentissage, souvent appelé l'ENA, devient alors possible afin de centraliser et optimiser les pratiques enseignantes. Bien sûr, ça nécessite concrètement je me permets de glisser tout de suite un exemple concret. Là. Je veux dire, quand on se retrouve dans un lieu d'apprentissage où chaque formateur ou professeur, chargé de cours, peu importe, la personne qui enseigne, si elle utilise des environnements différents, alors imaginez la complexité pour l'apprenant si lui a à s'ajuster à 2 plateformes, 2 agendas,
J'ai en tête l'agenda Teams, l'agenda, euh, mon Dieu, lequel, le Outlook et tout ça. Alors, c'est bien de centraliser toutes nos ressources à l'intérieur d'un même environnement d'apprentissage. Et c'est là qu'on peut maximiser vraiment les pratiques enseignantes. Alors, le troisième arc, lui, sur le schéma, qui consiste en placer l'apprenant au cœur de réflexion, des choix et des décisions dans l'acte d'enseigner en comodalité. Alors, tout ça, ça oriente l'enseignant afin qu'il prenne les meilleures décisions possibles au niveau pédagogique. Alors, pour ce faire, la pratique à privilégier en contexte comodal est que l'enseignant s'assure de créer, maintenir et renforcer le lien relationnel. Nous ne le dirons jamais assez, mais j'allais dire tout passe par le rationnel. Je ne vais pas dire tout, là, mais disons que c'est un bon gros morceau de l'élément, d'être capable d'entrer en relation avec ses apprenants, d'avoir le contact. On y reviendra. Alors, tout ça, c'est en multipliant les interactions. Et oui, comment cela se fait concrètement? Mais c'est en multipliant les interactions. J'aurais bien souhaité aujourd'hui vous faire lever la main, répondre à des questions, aller en atelier. Bon, faute de temps, vous m'excuserez, mais c'est comme ça que je fais mes animations depuis plus de 20 ans maintenant. Alors, pratico-pratique, là, j'ai des histoires à vous raconter. Mais on garde ça pour la fin, on garde ça pour le dessert. Maintenant, je vous dis que tout ça, c'est les interactions auprès des apprenants, tant en classe qu'en ligne. Alors, on ne doit pas oublier, concrètement, même aujourd'hui, on a des personnes qui sont en salle physiquement. On a également ceux qui sont en ligne. Alors, quand vient le temps des interactions, des ateliers et de tout centrer tout centrer nos actes pédagogiques, il faut aussi penser de faire les interactions, pas seulement les gens en salle, pas seulement les gens en ligne, en atelier. Il faut aller un peu plus haut, un peu plus loin, comme le chanterait Ginette Renault. Un peu plus haut, un peu plus loin. Ah non, ça va. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas finir la présentation en chantant, mais c'est important de pousser notre compétence et tout ça, ça se fait par la pratique. Un morceau d'éléphant à la fois, une bouchée à la fois. C'est pas du jour au lendemain où on peut maîtriser tout ce qu'on a devant nous et être en haute performance. Alors, il faut se donner le droit à l'erreur, il faut se donner le droit à des ajustements, comme moi-même, j'ai dû le faire aujourd'hui. Vous savez que je pars mon meilleur parce qu'il y a le verglas, parce que j'ai changé mes appareils et tout ça. Mais ça, c'est la vraie vie d'un enseignant. Et voilà. Donc, voilà, cela implique que tous les apprenants entre eux, autant ceux qui sont en classe qu'en ligne, puissent interagir. Alors, ça, c'est un peu un petit diamant à retenir, là, hein? Si on veut retenir votre prise de notes aujourd'hui, là, c'est très important. Alors, au niveau du quatrième élément dont je voulais vous parler, c'est que pour arriver à utiliser de façon optimale les fonctionnalités d'un environnement numérique d'apprentissage, le ENA, la pratique émergente à privilégier, c'est de saisir la portée et d'appliquer avec rigueur, donc de renforcer la cohérence pédago-numérique. Plus on la renforce, plus on augmente en qualité pédagogique et à différents niveaux. Tous les éléments là, qui sont dans le modèle que je vous présente dans quelques secondes. Alors, cette cohérence, elle repose sur les connaissances et la maîtrise des outils numériques. Bien sûr, on doit maîtriser nos outils. C'est un peu la base. Mais l'outil n'est pas en priorité, c'est d'abord la pédagogie, mais disons que tout de suite, on suit de près nos outils. Alors, vaut mieux maîtriser deux outils que d'en expérimenter 5 et de ne pas les maîtriser parce que ça va atteindre définitivement là, la qualité de votre enseignement. Alors, la maîtrise des outils numériques qui sont au service de la pédagogie. À prendre en note. C'est vraiment des outils qui sont au service de la pédagogie, non pas l'inverse. Et conséquemment, de l'interaction communicationnelle entre l'enseignant-formateur et tous ses étudiants apprenants, ainsi que toutes les interactions communicationnelles entre les étudiants apprenants eux-mêmes. Alors, c'est là où je reviens avec les propos de Martinez sur le système de système de la didactique des langues. Ça va? Tout le monde est toujours à l'écoute? Alors, c'est en ce sens que les pratiques de l'enseignant doivent converger, d'où la flèche rouge, vers la cohérence pédago-numérique centrale qui guide la pertinence de ses choix d'outils numériques en réponse aux besoins spécifiques des apprenants et des contenus disciplinaires à enseigner, apprendre. Alors, la règle est la suivante, la pédagogie d'abord, les outils numériques ensuite, pour soutenir les situations d'apprentissage. Et voilà l'élément tant attendu, le merveilleux modèle de cohérence pédago-numérique. Alors, vous verrez, en fait, là, il est né de la recherche-action, comme je vous le disais un peu plus tôt, mais quand même,
il a été déduit, autrement dit, parce qu'on a fait non seulement dans la communauté de pratique avec les 17 personnes impliquées, on a eu beaucoup de discussions, mais on a également fait des recensions d'écrits qui nous montraient que on a l'alignement pédagogique que vous connaissez déjà, mais après est arrivé l'alignement technopédagogique, l'alignement pédago-numérique, mais tout ça, c'est qu'il y a un élément qui était comme absent dans un contexte de formation à distance pour toutes les modalités. Et c'était vraiment de quelle modalité s'agit-il dans notre enseignement? Alors, vous voyez dans la rondelle bleue là, qu'il y a un élément qui s'appelle modalité de la FAD. On doit en tenir compte dans notre planification. C'est comme le secret de la caramilk. Donc voilà, je vous dis tout de suite que durant la recherche-action, nous avons schématisé les alignements pédagogiques et technopédagogiques, incluant les objectifs, les stratégies et les évaluations, qui, dans le fond, ce que je voulais dire, c'est que l'alignement constitutif de la cohérence pédago-numérique, c'est en les mettant ensemble et dans un ordre précis qu'on arrive à cette cohérence. Alors, d'où notre création du tout nouveau modèle de cohérence pédago-numérique adapté à la formation à distance, lequel s'applique également en enseignement-apprentissage des langues. Alors, ce modèle met de l'avant le fait que la pédagogie, met de l'avant la pédagogie d'abord, et il insiste sur l'importance de placer l'apprenant central. Comme vous le voyez, là, on voit le petit casque, l'apprenant avec son petit casque d'écoute. Alors, au cœur de la FAD. Et la rondelle bleue, elle est subdivisée au centre de la figure. Elle est subdivisée en 4 et elle place en ordre les éléments suivants. Oui, il y a un ordre. Je n'ai pas écrit 1, 2, 3, 4, mais vous voyez que la cible des apprentissages, autrement dit, notre objectif d'apprentissage, c'est la figure qui se veut être le premier élément. Et vous verrez à ce moment-là qu'à partir des cibles d'apprentissage, il y a comme une petite flèche dans le schéma qui tourne vers la droite, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et le deuxième, justement, c'est le choix judicieux des modalités de la FAD, c'est-à-dire de choisir la modalité la plus adaptée aux cibles d'apprentissage. Ensuite, on a le troisième élément sur le choix des stratégies d'enseignement. Et enfin, sur des activités d'évaluation qui sont en cohérence avec les 3 autres éléments. Alors, vraiment, celui-là, il doit s'ajuster aux 3 autres. Même si je l'ai mis en 4e position, il faut tenir compte de nos cibles d'apprentissage, puis de la modalité, puis de nos stratégies d'enseignement si on veut vraiment arriver à une cohérence au niveau de l'évaluation. Et là, l'évaluation, ça pourrait être l'objet d'une autre présentation parce que ce n'est pas simple. On ne se le cache pas. Alors, ces 4 éléments interagissent à l'intérieur d'un même environnement numérique représenté par la rondelle bleu marin. Et pour maximiser l'expérience de l'apprenant et la qualité de la formation, il est important de centraliser les pratiques enseignantes à l'intérieur d'un seul ENA. Ainsi, évitons de multiplier les environnements numériques d'apprentissage qui sont utilisés par l'apprenant. L'utilisation optimale des fonctionnalités de l'environnement numérique d'apprentissage permet une cohésion d'action pédagogique tout en plaçant l'apprenant au cœur de l'espace pédago-numérique. Et là, ce serait aussi l'objet d'une autre présentation de parler de l'espace. Parce que l'espace d'apprentissage, quand on n'est plus en classe, l'espace numérique, mais quand on est en co-modal, ouf, on pourrait en parler un bon moment de cet espace d'apprentissage. Alors, les décisions de l'enseignant sont basées sur une réflexion entourant l'ensemble des éléments du modèle qui favorisent l'atteinte des cibles d'apprentissage. Ainsi, l'enseignant met tout en œuvre pour permettre une solide cohérence pédago-numérique en FAD, c'est-à-dire en formation à distance. Parlons maintenant de l'accessibilité. C'est quand même un autre élément essentiel à considérer, comme je le disais d'entrée de jeu tout tantôt. Là. Alors, la cohérence pédago-numérique en FAD repose en effet également sur l'accessibilité aux ressources. Et là, il y a 4 types de ressources, très, très importants. Les ressources technologiques, pédago-numériques, humaines et financières. Si on n'a pas les finances dans notre institution, si on n'a pas les ressources humaines, ça fait partie des ressources nécessaires. Alors, la cohérence, elle est optimale lorsque l'on a accès à ces 4 types de ressources. Alors, le cercle périphérique autour de la cohérence représente l'accessibilité. Alors, vous voyez, il y a la ligne en continu et c'est ça, la ligne en continu, elle représente la proportion de la responsabilité qui peut relever du centre de service scolaire ou de l'institution afin de rendre accessibles les ressources, tandis que la ligne pointillée correspond à la responsabilité qui relève de l'apprenant. Bien, lui aussi, il doit
doit avoir soit ses outils ou s'ajuster, là, alors son accessibilité à lui-même, alors sous réserve, bien sûr, de sa condition sociale. Un autre élément à tenir en compte. Et là, je soupire parce que, bon, on sait que c'est quand même exigeant pour nos apprenants, tout ça. Mais c'est une autre question. Alors, pour terminer, le modèle devient un cadre de référence. Oui, moi, je vous le présente vraiment comme un cadre de référence pour la planification pédagogique. Quand vous voulez préparer vos cours, préparer vos leçons d'enseignement, alors, dans toutes les disciplines confondues, alors l'enseignement-apprentissage peut être complété, supporté ou pallié, bon, par le numérique. Alors, cela s'adapte et s'applique particulièrement à l'enseignement des langues. D'autre part, nous estimons qu'il est applicable à tous les secteurs, tant celui des jeunes du primaire secondaire que l'enseignement supérieur. Oui, je vous le dis que c'est transférable parce que quand on fait notre planification pédagogique, ce sont les éléments à tenir en compte. Voilà. Alors, tout secteur confondu. Alors, voilà. Puis même, il est également utile et très utile et pertinent pour tous les intervenants. Alors, même les gestionnaires, même les enseignants, même les apprenants et tous nos conseillers pédagogiques, conseillers technopédagogiques, peuvent le tenir sous le coude, pas trop loin, pour se laisser guider par ces éléments. Alors, j'ai hâte de vous entendre là, dans un instant. Maintenant, je vous amène un peu ce qu'avait apporté quelques conclusions. Malgré que le rapport est disponible sur le site du ministère de l'Éducation du Québec, je vous dirais que je veux vous nommer quand même là, à quoi on doit penser pour optimiser l'utilisation de ce modèle, pour le rendre encore un peu plus haut, un peu plus loin. Alors, on pense qu'il faut également optimiser les fonctionnalités de l'ENA. Bien sûr, c'est bien en s'assurant de la cohérence des actions. Bon, évidemment, je parle des actions pédagogiques, en plaçant l'apprenant au cœur de l'espace pédago-numérique et en guidant le choix des outils en fonction des contenus disciplinaires. Alors là, je mets l'emphase et j'insiste pour vous dire toute l'importance de prendre le temps de choisir l'outil en fonction de votre contenu. Alors, je vous donne quelques pistes et quelques compléments là, dans quelques instants, mais toute l'importance, mais pas toute, mais essentiellement, il faut penser à choisir le bon outil numérique, tout dépendamment qu'est-ce qu'on veut enseigner. Alors, il y a aussi de moduler ses choix en tenant compte des ressources qui sont accessibles, du développement de la compétence, du contexte, des besoins de la réalité de l'apprenant. Bien sûr qu'on doit prendre en compte la réalité de nos apprenants. On oublie parfois, hein, parce qu'on se concentre sur notre planification d'enseignement, mais tout l'aspect de l'apprenant, il faut y penser. Alors, finalement, il faut également déterminer les outils là, en fonction de notre planification et de besoins. Et là, je prends le temps de dire des besoins parce qu'on peut avoir des apprenants qui ont des besoins particuliers. Alors, pas seulement visuels, auditifs, handicap ou quoi que ce soit. Il y a différents besoins, différents contextes particuliers, différentes clientèles particulières. Alors voilà, je pense que tous ces éléments sont vraiment à considérer. Et comment le mettre à profit? Alors, c'est en tenant compte des caractéristiques et des besoins de l'élève, comme je venais de le mentionner, des stratégies d'enseignement qui vont favoriser souvent un apprentissage actif et collaboratif. On l'oublie celle-là parfois. Et on a également à prendre en compte des stratégies de communication qui renforcent le sentiment de présence. Là, il y a plusieurs auteurs qui s'y sont penchés. Là. Alors, justement, les membres de l'observatoire que je vous parlais tantôt sur le numérique, le ONE de l'Université TELUC, plusieurs se sont penchés sur le sentiment de présence. Alors, je vous invite à faire des lectures complémentaires. Et ce sont des modes de communication, la fréquence et la variété des interactions qui peuvent également enrichir cette pratique. Bien sûr, les évaluations adaptées à la FAD, diversifiées et flexibles. Donc, voilà. Alors, je me permets de faire un petit détour sur quelques outils là, parce que je vous présente maintenant brièvement les conclusions de cette recherche-là qui nommait quand même 19 constats. Là, on les a regroupés dans une formule de cours autoportant. Donc, on a mis en ligne, et c'est une formation gratuite autoportante qui vous introduit le comodal par lequel était né le fameux modèle. Alors, je vous invite à aller plus loin parce que c'est gratuit, c'est une dizaine d'heures, mais vous pouvez choisir les modules qui vous conviennent. D'abord, je vous donne le lien tantôt, là. Alors, c'est une auto-formation offerte par l'Université du Québec à Trois-Rivières.
en collaboration avec le ministère de l'Éducation du Québec, tout à fait gratuitement. Et il n'y a que le premier module qui est nécessaire pour avoir l'accès aux autres. Donc, vous pouvez à ce moment-là choisir ce qui vous convient le mieux en termes de besoins. Alors, c'est une façon de s'initier aux modalités d'hybridité dans la formation à distance et particulièrement celle du comodal. Je vais tenter de passer là, pour ne pas démarrer la vidéo qui est là. C'est tout accessible là, sur le site Internet. Donc, voilà, ça fait exactement Ce début de décennie est... C'est parce qu'à chacun des modules, vous avez une vidéo de présentation du contenu. Ensuite, il y a quelques théories d'intégration, des petits ateliers, des questions qui vous permettent de voir comment intégrer le comodal. Et encore une fois, je vous rappelle qu'il est transférable au niveau des secteurs. Donc, que ce soit l'enseignement secondaire, que ce soit l'enseignement supérieur, il y a certains concepts qui sont vraiment au niveau transversal. Et à la fin de chacun des modules, là, il y a une table ronde qui inclut des chercheurs, des conseillers pédagogiques, soit des gestionnaires ou des enseignants. Donc, ça fait vraiment une richesse dans chacun des modules. Donc, voilà, je vous amène ici là, pour vous présenter les choix que vous avez. Alors, après le module prérequis aux autres qu'on a appelé comodalité, alors les concepts, les notions de base, vous aurez le choix des autres modules, qui en a 5 autres. Alors, soit celui de mobiliser le numérique, soit parce que vous souhaitez aller un petit peu plus loin du côté de la planification, soit au niveau des situations d'apprentissage, comment les mettre en place là, dans le comodal et la gestion des groupes, encore une fois, selon la modalité que vous avez choisie. Et il y a également un volet sur l'évaluation pour tenter de nous ramener toujours vers cette cohérence pédago-numérique. Dans la même auto-formation, on vous offre le choix. Il y a 3 niveaux. Alors, si vous vous sentez, il y a 3 niveaux là, comment dire? Je les ai appelés curieux, audacieux et cascadeurs selon le niveau dans lequel vous souhaitez risquer, plonger. Alors, voilà. C'est juste pour vous dire que vous avez le choix tout au long de l'auto-formation de vous guider vers les sections qui sont en vert pour le curieux. Alors, autrement dit, débutant, intermédiaire, avancé. Mais voilà, on vous souhaite d'aller vivre l'expérience du cascadeur. Et quoi d'autre? Ici, je vous présente le Wikifad. Alors, avec mon équipe de recherche, on a mis en ligne un wiki. Ce n'est pas le Wikipédia, mais c'est le Wikifad qui vous donne une liste classifiée selon son utilité. Donc, il y a presque 1000 outils numériques qu'on peut utiliser. Il y en existe plus que ça, mais présentement, le wiki rassemble les outils pour enseigner, former ou apprendre. Et ce sont des outils incontournables quand on veut s'ajuster à notre formation à distance. Alors, lui, vous allez le trouver facilement en ligne. Si vous cherchez dans Google Wikifad, vous allez rapidement tomber à cet endroit. Alors, si vous cherchez un outil pour évaluer, vous allez pouvoir cliquer outils d'évaluation. Si vous cherchez des outils pour télécollaborer, alors voilà, vous allez vous y retrouver. Ils sont également classés selon certaines matières académiques. Et voilà, je vous donne le site pour cette auto-formation. L'adresse étant le www.uqtr pour Université du Québec et Trois-Rivières.ca/comodal. Alors, toutes les références s'y trouvent. Et pour votre part, là, je vous dirais que vous allez retrouver un article qui a été publié dans le réseau des UQ, des Universités du Québec, dans lequel ça s'appelle le tableau, qui présente le modèle de cohérence pédago-numérique au niveau de l'enseignement supérieur avec une mise en situation. Alors, une petite richesse de plus de ce côté-là. Et si le cœur vous en dit, il y a toute la collection aux presses de l'Université du Québec. On est rendu déjà à 13 ouvrages. Alors, il y a plus de 150 auteurs, dont Sophie, entre autres, et plusieurs autres de Franche-Comté, qui ont collaboré à nos ouvrages. Alors, on vous invite à faire quelques lectures supplémentaires. Et maintenant, je serai prête à passer même aux questions. Voilà. Merci beaucoup, France, pour cette présentation et les notes d'humour qui nous ont fait, Oui. nous ont fait du bien. Et la belle voix d'ailleurs. Alors, vous pouvez vous connecter sur YouTube pour voir Oui, les... bien sûr, je le fais à l'instant. J'y suis déjà. Alors, je vais tenter de lire le clavardage. Écoutez, moi, Alors, j'aurais encore des histoires à vous raconter parce que concrètement, je suis sortie un peu, hein, vous avez vu que je suis sortie un peu de la théorie, même si je vous ai donné quelques données de recherche. Et je vous ai un peu plus collé sur pratico-pratique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut l'ajuster? Comment on peut faire concrètement dans son quotidien quand on a une planification pour une session, quand on a une planification de leçons. Alors, il se veut un outil très concret et c'est vers ça que j'ai voulu
le petit buffet là, des outils que je vous ai présentés, là, c'est à ça que je souhaitais qu'ils servent. Alors, bon, alors je vois Sophie là, qui dit pour la belle voix, bof. Alors, quand on s'amuse, on fait partie d'une chorale avec Grégory Charles. Ça, j'ai fait le passe-temps il y a un Ah an ou deux. oui, tout On s'amuse s'explique un là. peu. On pratique, on fait des tonalités, mais c'est un peu comme ça quand on enseigne. On doit varier l'intonation, l'interaction, on doit amener notre sentiment de présence par toutes sortes d'éléments. Et celui-là, ben, je ne vous demanderai pas de chanter nécessairement dans vos cours, mais quand même, ça met du piquant. Alors, je vais essayer de prendre quelques questions. Je vois Ouda qui dit bonne présentation, merci. Régine qui nous dit vous passez la rampe. Ouf, merci. Hey, j'ai oublié une chose importante. À toutes les personnes qui sont en onde présentement, si vous avez le goût d'aller plus loin, si vous avez le goût de devenir confortable avec le numérique, il existe un programme court. Et même où que vous soyez, peu importe le fuseau horaire, vous pouvez vous inscrire à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il y a un micro-programme de 5 cours qui nous rend plus confortables en formation à distance, dont le premier cours que je vais enseigner au mois de septembre prochain. Alors, vous êtes tous les bienvenus. C'est un micro-programme sur la formation à distance. Et là, on pourrait faire des ateliers interactifs. Je vois les notes là, de Mathieu Oui, Tra. Merci. alors, Est-ce que vous pouvez nous redonner le lien pour l'auto-formation? Bien sûr, c'est www.uqtr.ca/comodal. Donc, voilà. Sinon, je vous laisse mon... après la présentation, vous pouvez peut-être le noter dans le chat. Ah, bien sûr. Ou encore, les gens peuvent m'écrire. Moi, je suis très accessible au niveau de LinkedIn. Alors, je suis membre de LinkedIn, je suis très active. Il y a quand même environ, à tous mes réseaux sociaux confondus, il y a quand même 5 000 abonnés et j'interagis avec les gens. Je tente de répondre aux questions par le réseau LinkedIn ou si vous y tenez absolument, j'ai aussi, ça c'est plus difficile parce que je suis très, très occupée, mais quand même, je vous laisse mon adresse courriel. Alors, c'est france.lafleur, donc France Lafleur, mais avec un point, arrobas, uqtr.ca. Alors, vous pouvez me contacter, bien sûr, si vous avez des questions plus personnelles ou plus pointues. Ça me fera plaisir de vous assister. Je vois Olivia qui nous dit merci beaucoup pour cette présentation. Elle explique bien les démarches, les processus du commodal. Oui, et souvent, on l'entend que c'est moins facile, mais il y a une étape de complexité. On ne peut pas se cacher qu'aujourd'hui, je vous dirais que je suis convaincue que Sophie, dans son organisation et toute son équipe technique, avait le cœur serré. Pourquoi? Parce que le commodal, il y a effectivement, à mon avis, plus de choses à prendre en compte. Il y a plus d'éléments technologiques. On veut répondre à tous les besoins et les besoins sont différents. On est en synchrone. Il y aura éventuellement des gens en asynchrone. Et il y avait présentement une façon dont toute l'équipe de Sophie et le technicien qui a mis en place le YouTube pour qu'on puisse interagir. Donc, il y a ça. Il y a tout ça. Il y a beaucoup d'éléments à penser. Et je pense que l'élément clé aussi, c'est de prendre le temps. Et oui, ça demande du temps. Il faut penser en avance. Et au contraire, des gens disent, par exemple, pardon, si on veut comparer l'enseignement en présence, l'enseignement à distance, effectivement, il y a beaucoup de planification parce qu'on doit penser en avance. On doit prévoir en avance les besoins d'interaction, les besoins de questions, partager nos documents, nos outils. Puis là, on ne parle pas juste d'un partage d'écran, on parle de partager des audios, des vidéos, de s'assurer qu'il y a des éléments de collaboration, télécollaboration, tout ça. Alors, voilà. Il y a un bon bout de travail à faire, mais mon Dieu que c'est intéressant. Oui. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, France Lafleur, pour cette présentation. Et comme vous dites, vous pouvez tout à fait communiquer sur le chat votre adresse mail. Et puis, bah, vous êtes effectivement très accessible sur les réseaux sociaux et ça fait vraiment plaisir de collaborer avec vous. Alors, c'est une histoire à suivre. On garde contact. Alors, tous ceux qui souhaitent suivre les prochains travaux, on a encore 2 ouvrages qui vont sortir, dont M. Collin avec toute une équipe c'est des nouveaux ouvrages qui présentent les plus récentes données sur la recherche. Ils vont être publiés là, dans les prochains mois. Alors, on peut compter sur les publications de professeur Collin et de tous les autres, comme je vous disais, là, dans la collection qui est aux presses de l'Université du Québec. Alors, je prends le dernier commentaire. L'aspect relationnel et la complicité émotionnelle avec les apprenants sont essentiels. Merci de l'avoir rappelé et merci, Madame Marie, de le soulever. Alors, je vous dirais que c'est un des diamants, un des secrets les mieux gardés. Après qu'on a compris ça, tout va bien.
Voilà. Merci de votre écoute. Merci de votre Merci courage d'avoir beaucoup, passé. France Lafleur. Et puis, bah, on va se retrouver au sein de la revue Alsic pour